Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Donc, vous avez peut-être vu, donc le webinaire va être enregistré. C'est pour ça que pour l'instant, les caméras et les micros sont coupés. Donc, on est ensemble jusqu'à midi pour ce webinaire pour découvrir la gouvernance démocratique. Donc, très Très rapidement, donc moi c'est Loubna Ventami, je suis chef de projet au sein de Bretagne Compétitivité. Bretagne Compétitivité, c'est une association qui, à l'initiative des CCI de Bretagne, dont la mission est de renforcer la compétitivité des entreprises par l'innovation à travers la prise en compte des transitions écologiques, technologiques, sociétales et économiques. Et pour ce faire, on a trois grands axes d'intervention qui sont des actions collectives, comme celle qui nous réunit ce matin, sur différents sujets sur lesquels on sensibilise les entreprises. On fait du conseil individuel et les actions collectives et accompagnement individuel sont aussi rendus possibles grâce à des projets régionaux, et notamment Chrysalide Écoactivité, que vous connaissez peut-être pour certains et certaines, qui est bien plus qu'un concours. C'est un parcours d'accompagnement individuel et collectif qui permet aux entreprises de valoriser les projets écoactifs et aussi de se challenger, de faire partie d'une communauté et de gagner en visibilité. J'en profite donc pour dire que pour l'année 2025, l'appel à candidature Chrysalide d'écoactivité est ouvert jusqu'à mi-février. Et c'est ma collègue Marion Lefresne, que vous voyez aussi à l'écran, qui pilote ce dispositif. Et on a aussi un dispositif que je souhaitais mettre en avant de commencer, qui est l'Open de la transition écologique et énergétique, qui est un événement annuel durant lequel justement il y a la remise des trophées Chrysalide et qui est un temps vraiment fédérateur et important autour des sujets de transition pour les entreprises. Voilà. Et Bretagne Compétitivité, c'est 24 collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble du territoire breton. J'en dis pas plus, c'est pas l'objet qui nous réunit ce matin. Et je vais donner la parole à Catherine, donc, qui va animer ce webinaire pour vous faire découvrir en quoi la gouvernance démocratique peut être un levier stratégique pour vos organisations. Merci Lumda. Alors, je vais vous partager un document. Voilà, donc merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci Lumda pour l'introduction. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour évoquer, pour voir en quoi la gouvernance démocratique peut vous faire gagner en efficacité grâce au changement. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure jusqu'à midi. Les micros seront coupés, mais le chat sera ouvert et Lumna va recueillir vos questions, commentaires Oui, ou potentiels retours d'expérience. Donc, comme elle précisait, le webinaire sera enregistré et je vous enverrai, enfin, elle vous enverra à la fin du webinaire le support visuel que j'utilise ce matin. Alors, pour démarrer, je vous propose de faire connaissance rapidement. Donc moi, je suis Catherine Deotto. Je suis responsable du pôle entrepreneuriat chez Richesse. Alors Richesse qui est le pôle de l'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc. À savoir qu'en Bretagne, il y a 19 pôles ESS. Donc voilà, moi je suis l'un des 19 pôles. Et donc je coordonne aussi un dispositif départemental d'accompagnement qui s'appelle TAG 22 et qui est issu de l'écosystème TAG BZH qui est partenaire aujourd'hui de ce webinaire. Alors, qu'est-ce que TAG BZH? Rapidement, c'est un propulseur d'entrepreneuriat collectif en Bretagne. Donc, nous, on a 3 outils. L'outil révélateur, qui nous permet de détecter un besoin sur le territoire, et puis de travailler une réponse et de trouver un appel à un porteur de projet. On a l'outil idéateur, qui permet d'accompagner une personne qui a une idée pour voir si cette idée peut se transformer en projet d'entreprise. Et puis, on a l'incubateur, qui est un parcours d'accompagnement à la création et au lancement d'entreprises collectives qui relèvent de l'économie sociale et solidaire.
et qui est un parcours d'à peu près 1 année. Donc voilà, le TAC BZH est un dispositif coordonné par la CRES, la Chambre régionale de l'ESS en Bretagne. Et donc, il y a 4 tags en Côte d'Armor, un par département. Donc voilà, moi je suis rattachée au tag 22, Côte d'Armor. Et donc là, on va vous proposer rapidement de faire connaissance avec vous, de savoir à peu près où vous en êtes dans votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous êtes sur l'émergence d'une idée, sur le prototypage du projet, ou alors sur le lancement? Ou est-ce que vous l'avez déjà créé et vous êtes plutôt en consolidation ou développement? Ou est-ce que peut-être vous êtes simplement un partenaire institutionnel? Donc là, vous pouvez cocher la case autre. Donc là, la parole est à vous. Est-ce que Loubna, tu commences à avoir des réponses? Hop, oui. Alors, on a 64% pour l'instant à autre, D'accord, 27% consolidation ok, et 9% lancement. d'accord. Ok, donc vous êtes déjà tous bien avancés. Est-ce qu'on peut passer... Il y a encore des gens à répondre ou pas Et non, ça Ouais. c'est. Non, ça c'est. Ah si, il y a émergence de l'idée 8% qui vient d'apparaître. Ah, ok. Bon, bah, très bien. Euh, Donc, alors, ce que je vous propose de faire, donc, c'est de fonctionner de la façon suivante. Voilà, en fait, la gouvernance démocratique, c'est un pilier de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir définir ce qu'est l'ESS, donc économie sociale et solidaire, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'esprit d'une gouvernance démocratique. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à comprendre l'ESS. Ensuite, on va définir un peu ce qu'est la gouvernance démocratique, comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous et à vos entreprises. Ensuite, on va vous proposer un exemple inspirant et on enchaînera sur les premiers pas à suivre pour construire une gouvernance démocratique, quelques éléments de ressources, et puis on va basculer après dans un temps de questions-réponses et aussi de partage d'expériences, parce que vous verrez que dans la gouvernance démocratique, il y a déjà des choses que vous faites potentiellement naturellement, intuitivement. Donc il y a des choses qui vont sûrement faire écho chez vous. Donc ben, je rentre dans le vif du sujet. Donc l'ESS, qu'est-ce que c'est? Alors l'ESS, c'est d'abord une économie de solutions. C'est vraiment une économie qui est tournée vers l'innovation et que je vais définir en 2 éléments clés là pour commencer. C'est vraiment tourné vers l'innovation sociale. Donc l'idée, c'est de répondre à un besoin qui est peu ou mal pourvu sur le territoire et auquel soit les collectivités locales, soit les entreprises classiques ne répondent pas forcément. Donc là, on est vraiment au cœur des transitions écologiques et sociales. Et puis, c'est quelque chose qui concerne tous les secteurs. Donc, ça peut être l'alimentation, le social, la culture, ça peut être l'habitat, le service aux entreprises. Donc, je vais illustrer ça par 2 exemples. Un dans l'alimentaire, qui est donc le réseau des Biocoop, que vous connaissez peut-être. Et puis, pour le service aux entreprises, je vais prendre l'exemple d'un cabinet comptable, voilà, qui peut relever de l'ESS s'il coche un peu les cases de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc en fait, l'ESS, en quoi en fait une entreprise peut relever de l'ESS? Bah, tout d'abord, c'est si elle partage des valeurs socles, des valeurs communes, qui sont majoritairement les 3 que je vous cite ici, qui sont la coopération, l'idée de faire ensemble plutôt que d'être en concurrence, l'idée de l'ancrage territorial. Donc souvent, les entreprises ESS sont des entreprises ancrées sur leur territoire, qui répondent à un besoin de territoire et qui ont souvent des emplois non délocalisables. Et puis, ce sont des entreprises qui évoluent dans l'économie de la transition, comme peut-être vous tous, transition écologique, économique, organisationnelle, voilà, tout type de transition. Donc, une fois qu'une entreprise a ses valeurs socles, en fait, il faut qu'elle réponde à 3 critères définis par la loi. Donc, une loi qui date de 2014, qui sont les suivants. Donc, le premier point, c'est de répondre à un but autre que le partage des bénéfices.
Donc, c'est la notion d'utilité sociale, en fait, que l'entreprise soit portée par un but d'utilité sociale avant pour vouloir faire du chiffre, ce qui n'empêche que l'entreprise doit quand même être viable et rentable et créer de l'emploi, hein. L'autre point, c'est limiter la lucrativité. Alors, par cette notion, qu'est-ce qu'on entend? C'est le fait que les bénéfices sont majoritairement consacrés au maintien ou au développement de l'activité. Et qu'en fait, en gros, il n'y a pas vraiment de bénéfices individuels. C'est-à-dire que les dividendes des actionnaires sont très encadrés, voire inexistants. Et le troisième point, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est la notion de gouvernance démocratique. Donc, je vais définir juste après. Et donc, une fois qu'une entreprise a ses valeurs communes, répond à ces trois principes juridiques, eh ben, elle va traduire ça dans l'incarnation de ses statuts. Donc, les statuts, ça peut être soit des statuts associatifs, des statuts coopératifs, type SCOP ou SIC. Ça concerne aussi des fondations ou des mutuelles. Donc ça, ce sont vraiment des statuts qui sont inhérents à l'ESS. Et depuis 2014, et c'est là où ça peut vous intéresser, les sociétés commerciales sont également potentiellement déclarées ESS et d'utilité sociale selon différentes conditions. Et donc voilà, l'ESS, c'est une façon de faire de l'économie autrement, avec des valeurs qui mettent l'humain au cœur du dispositif. Et je vais terminer cette présentation ESS par une question, un petit sondage pour savoir, selon vous, quelle est la part de l'ESS dans l'emploi en Bretagne. Donc, du coup, j'invite Loubna à lancer le... Merci. Donc, est-ce que c'est 5% de l'emploi, 14 ou 30%? Encore de réponses. OK. Alors, on est à 25, il y a 5%, donc 23% qui pensent que la part c'est 5%, 62% qui pensent que c'est la réponse, donc 14%, et on a 15% qui pensent que c'est 30%. Donc on a une majorité pour la réponse numéro 2. Ouais, bah, vous êtes très forts, bravo à toutes et tous, parce qu'effectivement, en fait, en Bretagne, l'ESS représente 14% de l'emploi. Ça représente 12 700 établissements et 164 000 salariés. Et donc, il faut savoir qu'en Bretagne, la Bretagne est la première région pour le poids de l'ESS dans l'économie, et qu'en France, ça représente 14% de l'emploi privé et 13 millions de bénévoles. Voilà, donc c'est vraiment une économie qui est présente et qui se développe. Donc, bah, voilà, du coup, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, la démocratie, de quoi parle-t-on? Démocratie et gouvernance démocratique. Alors, avant d'entrer dans la définition de la gouvernance démocratique, je vous rappelle juste ce qu'est une gouvernance en entreprise de manière générale. Donc, c'est la façon dont le pouvoir est organisé et exercé dans une organisation. Et donc, c'est l'ensemble des règles et des mécanismes formels et informels qui vont faire votre culture d'entreprise et qui structurent les prises de décision et leur mise en œuvre. Donc, il existe une multitude de modèles qui peuvent aller du plus pyramidal au plus participatif. Et donc, la gouvernance démocratique en entreprise va plus tendre vers un modèle participatif. Et donc, l'esprit de la gouvernance démocratique en ESS, je trouve, s'incarne très bien dans cette citation d'une personne qui travaille à l'AVIS, donc qui est l'Agence nationale de développement de l'ESS, et qui est la suivante, c'est que la réussite du projet dépend de l'implication de ses membres. Chacun doit y contribuer et endosser un rôle qui lui correspond, et tout ne doit pas reposer sur l'entrepreneur social fondateur. Donc, c'est vraiment cet esprit de coopération, de participation qui va être les fondements d'une gouvernance démocratique. Donc, la gouvernance démocratique, c'est quoi? C'est donc un mode de gouvernance qui part d'un principe, c'est qu'une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts qu'elle détient dans la société.
Alors, des pondérations sont possibles, notamment selon les formes juridiques choisies, notamment avec les SIC. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir de ce principe, c'est qu'elle garantit vraiment l'information et la participation des associés, mais aussi des salariés et des autres parties prenantes, indépendamment de leur apport en capital ou du montant de leur contribution financière dans la structure. En gros, dans les entreprises de gouvernance actionnariale, c'est une action égale une voix. Donc, si vous avez 50% des actions, vous avez plus de poids que quelqu'un qui a 10% des actions. Dans la gouvernance démocratique, c'est une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts qu'elle prend dans la société. Et donc, les caractéristiques de ce mode de gouvernance, c'est la redistribution du pouvoir et des responsabilités, avec la finalité d'engager l'ensemble des acteurs. Donc, en fait, c'est une gouvernance qui est à inventer dans un cadre réglementaire, donc pour commencer, donc qui est relative au statut. Aujourd'hui, dans vos entreprises classiques, donc c'est l'AGD sociétaire avec une action égale une voix. Et donc, les 3 modèles qui suivent, donc la SCOP, SIC et association, ce sont vraiment des structures qui relèvent de l'ESS. Donc, la SCOP, Société coopérative de production, est une entreprise qui appartient majoritairement à ses salariés. Une personne égale une voix. La SIC, qui est donc une société coopérative d'intérêt collectif et qui va impliquer les salariés, mais aussi les bénéficiaires, les partenaires. Donc là, c'est une personne égale une voix, avec cependant une pondération possible par collège. Vous pouvez définir des collèges, et par exemple, le collège bénéficiaire pourrait avoir plus de poids dans le vote que le collège partenariat, par exemple. Et puis, il y a le statut associatif qui vous concerne peut-être moins, où là, voilà, c'est un statut d'intérêt général, une personne égale une voix avec l'élection de représentants bénévoles. Donc, une fois que ce cadre est posé, ce qui est important et ce qui va peut-être vous permettre d'évoluer dans vos gouvernances respectives, c'est que cette gouvernance démocratique, pour l'incarner et la faire vivre, elle s'appuie sur 3 piliers, donc qui peuvent être source d'inspiration pour vous et qui sont vraiment indissociables des statuts. C'est-à-dire que on peut choisir des statuts, mais si on n'incarne pas ces 3 piliers-là, qui sont la participation, la transparence et la collaboration, il y a peu de chances que le système fonctionne. Voilà. Et alors, il n'y a pas de recette toute faite. Là, je vais vous présenter les 3 piliers. Certains éléments vont peut-être faire écho, certains vont être inspirants pour vous, d'autres vont peut-être moins vous parler. Il n'y a vraiment pas de recette toute faite. L'idée, c'est vraiment que ce soit adapté aux enjeux de votre entreprise. Donc, je vais démarrer par la transparence. Alors, qu'est-ce que c'est la transparence? C'est l'idée de communiquer de façon ouverte et efficace. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire diffuser la bonne info aux bonnes personnes et de la bonne façon. De la bonne façon, ça veut dire utiliser le bon canal de diffusion et surtout mettre de la pédagogie autour de l'envoi d'informations. Exemple, si vous envoyez un budget, c'est de pouvoir contextualiser le budget avec les axes choisis. Enfin, voilà. De ne pas envoyer de l'info brute, mais d'accompagner l'information. Alors, pourquoi mettre en place une communication ouverte et efficace? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça va déjà permettre à chacun et chacune d'évaluer les actions qui sont mises en œuvre. Ça va créer un climat de confiance qui va favoriser la délégation de pouvoir. Et puis, ça va être aussi un gain de temps pour vous dans la résolution des problèmes internes et externes parce que bien communiquer permet d'éviter une mauvaise compréhension des choses et donc potentiellement des quiproquos et quelques frottements. Alors, comment mettre en place une communication ouverte et efficace? L'une des façons, c'est de construire des processus qui vont permettre de fluidifier la communication dans les 2 sens. Donc, l'envoi d'infos et puis pouvoir avoir les retours aussi. Et surtout de faire vivre ces processus. Et c'est ça qui prend du temps et où parfois ça pêche. Parce que c'est, voilà, animer un petit peu une communauté, c'est un savoir-faire. Donc, il y a de nombreux outils qui sont à disposition et c'est vraiment à chacun de trouver le fonctionnement qui lui convient. Donc, je vais illustrer ce propos par un exemple que je trouve assez inspirant, qui est donc l'exemple d'Enercop,
qui est donc en SIC et qui a développé une plateforme pour ses actionnaires qui s'appelle Le Village, où elle centralise et elle organise vraiment, enfin, elle centralise tous les documents et elle organise aussi des événements et des rencontres. Donc, je vais arrêter le partage de mon document pour qu'on puisse aller sur le site internet d'Enercop. Alors, oui, je ne la vois pas. Si c'est bon. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est une plateforme qui est très animée, qui est assez vivante. Donc, voilà, il y a un identifiant. Et sur cette plateforme, en fait, Enercop va déposer tous les documents en fonction des différents degrés de participation de chacun. Et puis, ça va être vraiment une place de village où elle va aussi animer des conférences et débats qui ne sont pas réservés qu'aux actionnaires. Donc, elle va vraiment développer sa communauté et embarquer un peu toutes les parties prenantes à travers cet outil-là. Donc voilà, premier point, premier pilier, la transparence. Une fois que vous avez mis en place une communication ouverte et efficace, le deuxième point d'attention, c'est la participation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez impliquer, mettre en place des choses qui vont permettre d'impliquer les parties prenantes de votre entreprise à différentes échelles de l'organisation et selon différentes intensités, qui peuvent aller de la consultation à la concertation jusqu'à la codécision. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer une culture participative qui soit un peu dans l'ADN de l'entreprise et qui va rayonner sur l'ensemble de vos parties prenantes et sur votre image aussi. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, premièrement et surtout, une plus grande responsabilité de chacun et chacune, parce que d'amener les gens à participer va générer de façon implicite et non formalisée une responsabilisation. Et le deuxième point, c'est que les décisions que vous allez prendre vont être beaucoup plus légitimes et plus équilibrées parce qu'elles vont intégrer l'expérience des parties prenantes ainsi que ou leurs besoins. Et donc, vous serez vraiment ajusté au terrain. Alors, comment on met en place une participation, une culture participative? Il y a deux éléments clés. Créer des espaces d'échange et de débat, ce qui revient un petit peu à la plateforme du village d'Enercop. Et puis, construire une échelle de décision qui soit vraiment adaptée à vos enjeux. Et donc, pour ça, je vais vous présenter un outil qui a été modélisé par l'Avise et Démocratie ouverte, qui est donc l'échelle de la participation, qui sont des choses que vous faites potentiellement déjà à différents niveaux. Mais là, le fait de pouvoir conscientiser, mettre des mots et conscientiser le fait que ce que vous faites correspond à l'une de ces cases, ça va peut-être vous permettre de vous appuyer sur cet outil pour aller plus loin si vous le souhaitez. Donc en fait, la VISE a modélisé 4 niveaux de participation. Le niveau 1, c'est la consultation. Le fait que le décisionnaire va recueillir de l'info auprès des parties prenantes sur une question ou sur un projet qui est en cours de construction. Le deuxième niveau, c'est de la concertation. Donc là, le décisionnaire va plutôt écouter les besoins et les aspirations des participants. Et ces besoins et aspirations seront collectés et partagés collectivement. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment être dans la sincérité. Si vous collectez, vous mobilisez des gens pour collecter de l'avis et des retours, l'idée, c'est de vraiment les prendre en compte, que les personnes n'aient pas l'impression que c'était juste une formalité qui n'a amené à rien. Troisième niveau, c'est la coproduction, où là, le décisionnaire co-construit avec les partenaires, avec les participants, les choses. En fait, on prépare, on va coproduire en prévision d'une décision à venir.
Et donc, la dernière échelle, c'est la codécision, où là, le pouvoir est partagé. On arrive en démocratie, vraiment la gouvernance démocratique, où chacun est au même niveau. Il n'y a plus de différence entre décisionnaires et participants. En gros, tous les participants sont décisionnaires. Voilà, je vais pas développer plus avant cet outil-là parce qu'on manque de temps. Et si toutefois vous aviez des envies d'aller plus loin sur ça, on sera à votre disposition, bien évidemment. Voilà, donc là, vous avez mis en place la communication, la transparence avec une communication ouverte et efficace. Vous avez mis en place une participation, une culture participative dans votre entreprise. Et bien maintenant, pour que la sauce, la mayonnaise prenne, le dernier ingrédient, c'est la collaboration. Alors, c'est quoi la collaboration? C'est de permettre aux différentes instances de l'entreprise de collaborer entre elles, dans le respect, bien sûr, des mandats respectifs. Qu'est-ce que ça va apporter à votre entreprise? Ben, ça va générer de l'innovation. Il y a vraiment un potentiel d'innovation parce que en faisant collaborer différentes instances entre elles, ça va créer de l'intelligence collective. Il y a l'adage qui dit que 1 plus 1 égale 3. Hein, quand on fonctionne en intelligence collective, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 3. Donc, il y a un potentiel d'innovation généré par des regards croisés. Et sur une thématique, par exemple, si vous réfléchissez à créer un nouveau service, un nouveau produit, bah, ça peut peut-être vous faire générer des pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Qu'est-ce que ça apporte également? Ça apporte une vision à long terme qui est alignée avec les intérêts des parties prenantes. Et puis, ça va générer de manière globale une cohésion interne qui va créer un climat plutôt agréable, qui va générer de l'engagement et de la résilience face aux difficultés et aux mutations internes ou externes auxquelles votre entreprise peut avoir à faire face. Alors, comment on fait collaborer des instances entre elles? Il y a 2 éléments clés. La première, c'est de mettre en place un pouvoir collégial, donc coprésidence, codirection, quelque chose, à vous de définir, d'avoir un pouvoir collégial qui est en contrepoids des organes de contre-pouvoir qui seraient des comités éthiques, des comités de surveillance. Donc tout ça, ça se travaille, ça peut être très simple comme très élaboré. Tout dépend vraiment des enjeux de l'entreprise et puis de sa taille aussi, évidemment. Donc le premier point, c'est ça, avoir un pouvoir collégial et puis un contrepoids. Et le deuxième élément, c'est de modifier sa structure juridique. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui en SAS, vous pourriez avoir envie d'adosser à votre SAS un statut SCOP ou SIC. Donc SCOP, entreprise appartient aux salariés, et SIC, l'entreprise appartient à de multiples parties prenantes. Voilà, donc pour conclure, le message principal que j'ai envie de vous faire passer, c'est qu'avec une gouvernance démocratique, en fait, vous allez pouvoir anticiper sur tous les niveaux, à tous les niveaux, et que vous aurez toujours un coup d'avance, et donc vous serez toujours ajusté au terrain. Donc, c'est un peu tout l'intérêt de mettre en place ce type de fonctionnement. Donc, pour conclure, je dirais que la gouvernance démocratique, elle s'appuie donc sur des règles formalisées, des statuts, une charte éthique, un règlement intérieur, qu'elle va aussi s'appuyer sur des pratiques qui développent la culture d'entreprise. Donc, les 3 piliers qu'on a vus, la transparence, la participation et la collaboration. Et donc, le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'en impliquant les parties prenantes, vous allez vraiment être ajusté de façon constante aux besoins internes et externes de votre entreprise, et que donc vous allez être résilient et être beaucoup plus efficient face au changement. Et le petit plus que j'ajoute, c'est qu'en plus, vous cochez les cases RSE, c'est-à-dire que la gouvernance démocratique fait partie d'une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, que pour certains ou certaines d'entre vous qui sont sur des secteurs en tension, comme peut-être l'industrie ou l'hôtellerie, ça va aussi favoriser une démarche employeur qui va permettre d'engager vos salariés et peut-être un engagement, un attachement. Enfin, voilà, ça va être plutôt favorable.
Et puis, tout ça, en fait, c'est un axe de différenciation qui va vous permettre de communiquer auprès du grand public, en B2B, enfin, auprès des partenaires institutionnels, de communiquer et de valoriser votre entreprise. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur les éléments un peu théoriques. Je vais enchaîner avec un exemple inspirant. Donc, il y a beaucoup d'exemples inspirants, mais on manque de temps. Donc, j'ai choisi l'exemple de la SIC, ENR Bois et Énergie, qui est en Pays de Rance. Donc, il y a une société coopérative qui a aujourd'hui 100 sociétaires. Donc, il y a des salariés, des agriculteurs, des professionnels. Il y a aussi des collectivités locales qui sont clientes et des particuliers. Et donc, tous ces sociétaires travaillent ensemble à cette filière bois qui va de la plantation des arbres à la valorisation du bois en circuit court. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est on va regarder une vidéo de présentation de 2 minutes. Et puis ensuite, on va avoir le témoignage d'Émilie, qui est l'une des sociétaires de la SIC. La SIC Énergie Renouvelable va bientôt fêter ses 10 ans. Une coopérative de territoire qui a regroupé une centaine de sociétaires aujourd'hui autour de la filière bois-énergie. Et aussi 8 salariés, avec vraiment le bois comme fondamental de leur métier. Aujourd'hui, on intervient dans toutes les étapes de la valorisation du bois et de la replantation. On valorise le bois en bois bûche, bois déchiqueté. On sait quel volume de bois pousse sur une surface donnée. On maîtrise l'énergie sur un territoire. Et tout autour de ça, on anime. On a à peu près planté 600 km de haies bocagères et on intervient aussi en forêt. Ça représente 600 à 700 000 arbres replantés sur le pays de Dinan, pays de Saint-Malo, pays de Saint-Brieuc. Ensuite, on l'entretient pendant quelques décennies. Et puis après, il y a l'abattage et la transformation en bois bûche, en bois déchiqueté ou en granulé. Alors ici, on fait du bois bûche. On vend pour les poêles, pour les cheminées, on fait du paillage. Le volet élagage, oui, c'est tout ce qui a trait au sang de l'arbre et à l'abattage et à la taille de l'arbre. C'est un accompagnement qui est important en fait pour toute la vie de l'arbre. C'est d'utiliser ce qu'on a à côté de soi, qui peut être donc de l'énergie, par exemple le bois, et de l'utiliser pour se chauffer ou consommer, tout ça dans un périmètre très court. C'est bien d'intervenir maintenant pour que les générations futures puissent réellement en profiter. La présence de la SIC sur notre territoire est vraiment une opportunité. C'est-à-dire, voilà, collectivement, on est tous capables de faire des choses extraordinaires. Ensemble, on est toujours plus fort. Pour nous, la SIC, c'est l'humain au cœur de son territoire, de son métier et pour l'autre. Voilà, donc après cette courte présentation, je vais vous partager en fait le témoignage d'Émilie, qui est chargée de développement de la SIC. Alors, pour info, Émilie est intervenue en juin dernier pour Bretagne Compétitivité dans le cadre de l'Open de la transition écologique et énergétique. Elle a notamment présenté son entreprise pour évoquer la résilience des entreprises grâce à l'implication de ses parties prenantes. Donc là, on est en plein dans le thème de la gouvernance démocratique. Donc en fait, suite aux échanges que j'ai pu avoir avec elle, j'ai retenu quelques points clés qui vont faire écho à ce que je viens de vous dire en amont, et puis qui vont aussi vous apporter d'autres éléments.
Voilà, donc les 4 points que j'ai retenus principaux, c'est que, en fait, pour elle, l'intérêt d'une gouvernance démocratique, c'est que ça met l'offre et la demande autour de la table, parce qu'elle a choisi le statut SIC. Donc, les collectivités locales et les clients, les bénéficiaires sont propriétaires aussi de la SIC. Et donc, ça permet de développer cette filière bois de façon sereine. C'est-à-dire que au niveau du business model, ça sécurise un business model, quoi. Le deuxième élément saillant qui est ressorti de la conversation, c'est que de travailler en gouvernance démocratique, ça permet de bien se connaître et d'être en complément d'action. Et concrètement, par exemple, cette entreprise, elle a un rayonnement sur 7 EPCI, donc ça va aller de Lamballe jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et du coup, les entreprises qui sont dans la SIC vont se répartir le territoire. Avant, ils étaient plutôt concurrents. Là, ils vont plutôt être en collaboration et en complément d'action. Ce qui amène du coup au troisième point, qui est essentiel pour elle, c'est qu'en fait, ça permet de faire avec et ne pas, et pas faire contre. Donc, d'être en esprit coopératif plutôt qu'en modèle concurrentiel. Et le fait d'être dans un esprit de coopération, ça leur a permis de répondre ensemble à des appels d'offres. Et donc d'être plus forts et d'avoir des marchés qu'ils n'auraient pas eu individuellement. Voilà. L'autre point saillant, c'était le sens du travail pour les 16 salariés. Donc aujourd'hui, la SIC a 16 salariés qui sont donc impliqués, qui sont copropriétaires de leur outil de travail. Donc ça génère une force de proposition et puis ça génère aussi une pérennité des contrats dans un secteur qui n'est pas toujours sexy pour recruter. Et donc voilà, du coup là, ils gardent leurs salariés, il n'y a pas beaucoup de turnover en fait. Et puis le dernier élément, c'est lié à l'outil de communication, c'est-à-dire que la gouvernance démocratique est un outil de com'. Et concrètement, cette SIC a 2500 clients localement. Elle communique beaucoup sur son statut SIC et sur ses modes de gouvernance qui sont la transparence de la communication, la participation et la collaboration. Et donc, ça génère une forte identité de territoire qu'elle met largement en avant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener sur leur site internet pour vous donner un petit exemple, parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ont un blog, mais je vais vous montrer leur page web dédiée justement à cette communication de gouvernance. Voilà, donc là, on est sur le site, la page d'accueil. Et si on va sur l'onglet SIC, voilà, ils expliquent vraiment, ils prennent le temps d'expliquer un petit peu ce qu'est une SIC déjà. Il y a une vidéo, il y a un petit peu leur historique, leurs actions. Et surtout, il y a la charte. C'est-à-dire qu'il y a la charte qui définit un petit peu leur raison d'être. Donc, ils mettent en ligne la charte, ils mettent en ligne les statuts et ils ont aussi un livret d'accueil des nouveaux sociétaires. Je ne vais pas détailler là, mais d'ailleurs, ça met un peu de temps à s'afficher. Voilà, c'est un petit peu un livret d'accueil qui explique un petit peu le fonctionnement, les valeurs et qui permet d'impliquer chacun et chacune dans l'aventure de cette SIC. Donc voilà, après avoir partagé cet exemple, du coup, je vais juste enchaîner sur les premiers pas pour mettre en place une gouvernance démocratique, si toutefois ça vous faisait écho. Donc le premier point, c'est vraiment d'être clair sur sa raison d'être, la raison d'être du projet et les raisons pour lesquelles on veut évoluer vers une gouvernance démocratique. Le deuxième point, c'est de positionner sa gouvernance actuelle par rapport aux 3 piliers, que sont la transparence, la participation et la collaboration.
et surtout de s'inspirer de modèles existants. Et puis le troisième point, c'est vraiment d'appliquer la politique des petits pas parce que c'est quelque chose qui est long à mettre en place. Et puis du coup, se faire accompagner. Il y a plein de structures qui peuvent accompagner. Voilà, donc si vous souhaitiez en savoir plus, vous pourrez à l'issue du webinaire contacter Lumna qui nous fera remonter les demandes. Et puis, je vous mets aussi quelques ressources documentaires. Donc, l'essentiel de ce webinaire a été inspiré des ressources de l'AVIS, qui est donc l'agence nationale avec laquelle on travaille, qui fournissent beaucoup de données sur l'ESS. Donc, je suis notamment partie du dossier sur la gouvernance démocratique et puis sur un guide qui est disponible en ligne au sein de l'AVIS qui s'appelle Choisir sa forme juridique, qui est passionnante. Je vous invite à prendre connaissance. Voilà, je termine par vous présenter juste l'écosystème des pôles ESS en Bretagne. Donc moi, je suis rattachée à Richesse, donc Côte d'Armor, Bretagne Nord. Vous voyez, vous avez en fait le territoire qui est vraiment divisé par pays. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre pôle ESS, enfin, du pôle de votre territoire pour avoir plus d'infos. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était dense, mais voilà, l'idée c'était de vous amener du contenu. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à des questions-réponses et puis aussi à des partages d'expériences. Si certains d'entre vous ont expérimenté des choses, veulent nous en faire part, des réussites, des échecs, des pivotements, voilà, n'hésitez pas. La parole est à vous. Normalement, si certains ou certaines souhaitent prendre la parole, parce qu'il n'y a pas eu de questions dans la conversation, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros. Alors, j'espère que ça a fonctionné, parce que j'ai dans les paramètres, normalement, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écrire une question, enfin, à m'en faire part dans l'espace conversation. Alors, il y a Isabelle qui pose une question, qui dit merci, quelle est la forme de décision? Je ne sais pas si Catherine, tu as des éléments, tu souhaites des précisions sur la question? Est-ce que, Isabelle, tu pourrais préciser qu'est-ce que tu entends par là? Quelle est la forme de décision? En fait, il y a... je ne sais pas si je vais répondre à la question. Il y a différentes façons de décider. Alors là, je vous ai présenté par exemple l'échelle de la participation. Ah oui. Oui, ben on peut décider. Il y a dans le mode de décision, il y a par exemple différentes choses comme la décision par consentement. Il y a différents processus, plusieurs outils qui servent à aller vers une gouvernance démocratique. Il peut y avoir aussi l'élection sans candidat, par exemple. L'élection sans candidat, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que d'arriver à une réunion pour décider, pour élire des représentants, plutôt que d'arriver avec déjà un candidat pressenti ou 2 ou 3 candidats pressentis. L'idée, c'est d'arriver à la réunion et que chacun puisse identifier quelle personne elle verrait bien candidate, plutôt que ce soit la personne qui se propose elle-même. Donc voilà, il y a plein d'autres outils comme ça qui sont à disposition pour changer nos pratiques, en fait, descendantes et pyramidales. Et pour tout ça, on a de la ressource à disposition. Je peux suite au webinaire, vous envoyer des liens. Enfin, il y a plein de choses qui sont passionnantes. Et merci pour cette question. Quel conseil? Et il y a Noémie qui demande, donc bonjour, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui souhaite mettre en place une gouvernance collective alors que les salariés pourraient être réticents? Entre parenthèses, la participation, c'est du temps. Ah oui, la participation, c'est du temps. Et oui, complètement. Et ça s'anime aussi. Donc c'est du temps pour les gens qui sont sollicités, mais aussi pour les gens qui animent.
Quel conseil donner? L'idée, c'est de faire avec. Donc, si les salariés sont réticents, mais qu'il y a une envie quand même de développer la participation, c'est de pouvoir animer ça et de se faire accompagner, tout simplement. Peut-être de poser les bases, comme la slide là où je vous ai mis les premiers pas, et de clarifier la raison d'être et puis les envies de chacun et chacune. Il y a des techniques d'animation pour embarquer les gens avec soi qui sont participatifs, contributifs et qui permettent d'amener à faire remonter les envies de chacun et chacune et puis de pouvoir communiquer de façon assertive, sur l'intérêt qu'aurait le porteur de projet, le décisionnaire, d'aller vers de la participation. Je vois que alors je sais pas Sophie, c'est pour rebondir sur, ce que vient de dire Catherine, oui, poser une autre question? justement. Ouais, oui. Moi, pour rebondir, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 techniques de participative justement pour animer? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, alors c'est un peu du sur-mesure en fonction de l'entreprise, de sa taille, de l'historique, de l'objectif en fait. Est-ce que l'objectif d'une technique d'animation, c'est d'être dans l'écoute et de faire remonter les besoins? Est-ce que c'est de pouvoir embarquer les gens dans l'intérêt Je de dirais, développer de la participation? ouais, je dirais plutôt pour pouvoir embarquer les gens dans l'intérêt d'une participation. Ouais. Il y a plein de techniques. Je note votre question et du coup, je vous enverrai de la ressource. Ah, Euh, génial. Merci beaucoup. Et il y a une question également de Clotilde, qui remercie pour les explications et qui nous dit qu'elle souhaite, nous souhaitons créer un lieu collectif d'activité. Est-ce qu'il existe un service d'accompagnement pour mettre les choses bien en place? Alors, Tu qu'est-ce que vous souhaiterais... entendez? Ouais. Est-ce que tu peux répéter le début de la question? Nous souhaitons créer un lieu collectif d'activité. Est-ce qu'il existe un service d'accompagnement pour mettre les choses bien en place? Oui. Après, Clotilde, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez apporter des éléments complémentaires. Oui, justement, qu'est-ce que vous entendez par un lieu collectif? C'est un lieu porté par plusieurs porteurs de projets? Ou c'est un lieu public? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour, j'arrivais pas à allumer le micro. Au fait, on a nous-mêmes une petite entreprise artisanale qu'on veut pas collectiviser, mais on voudrait s'installer dans un local qui est trop grand. Et donc, pour partager ce local avec d'autres activités artisanales, on cherche, pour éviter d'aller dans le format SCI avec tout ce qui va avec les rentes et tout ça, on cherche un format collectif. Et on a réfléchi à... Des amis font ça avec une ferme à la campagne et ils font une skik. Oui. Dont le but commun est le partage de l'immobilier. Ouais. Et donc, il faut être au moins 3. Donc, nous, ici, on est 2 dans notre entreprise et on a discuté avec une 3e personne qui a l'air intéressée, mais on est là avec nos bonnes intentions et on a envie de faire les choses bien. Ouais. Quelles sont les autres activités? Au fait, comme c'est pour l'instant c'est embryonnaire, on n'a pas on n'a pas parlé à beaucoup de gens, mais on n'a pas beaucoup de. On pense que c'est pas si compliqué que ça, trouver des gens intéressés. Nous, on fait du fil à tricoter en laine locale, artisanale, et la copine à qui on a parlé, elle fait de la vannerie, par exemple. Ce serait de l'artisanat d'art. Ça pourrait être intéressant de se rapprocher de votre chambre consulaire, peut-être, pour avoir des conseils. Peut-être la CCI, je ne sais pas. Ouais, on peut aussi, nous, être une porte d'entrée, échanger sur le projet et après mettre en relation avec les bonnes personnes en fonction de où vous êtes localisé, mettre en relation avec la CCI territoriale. Mais on peut déjà prévoir un premier échange. D'accord. Parce qu'on a un peu,
On a récupéré les statuts, par exemple, que nos amis ont fait avec leur avocat, leur avocate, et on s'est dit, on peut peut-être faire appel à cette personne, mais l'adapter à notre format qui est mis en place. Je ne sais pas trop, au fait, comme on n'est pas encore dans l'action, mais on a beaucoup réfléchi, c'était pour chercher un peu des projets et puis après rechercher. Ouais. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en parle après, enfin qu'on poursuive l'échange après le webinaire pour bien comprendre votre projet, votre demande et que on vous mette en relation avec les bonnes personnes. Ouais, si ça vous va. Ouais, super. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? N'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu de temps. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question, Catherine. Dans ce que tu as pu présenter, où on voit qu'il y a plein de bonnes intentions et de bonnes raisons de mettre en place la gouvernance démocratique dans son organisation. Mais quand on est une organisation, une entreprise avec un fonds traditionnel, comment on fait pour évoluer, et mettre en place une gouvernance démocratique? Il y a des principes, il y a de la théorie, mais il y a aussi le fait que comment on fait de l'humain, parce qu'en fait, il doit y avoir des réticences au changement, on a tous des biais, et en fait, comment on fait pour surmonter ça? Déjà, le tout est de partager. Si une entreprise dite classique veut basculer sur une gouvernance démocratique, elle a deux façons de faire. La première, c'est qu'elle peut garder son statut classique, mais s'inspirer des trois piliers, transparence, participation, collaboration, pour faire évoluer ses pratiques en interne. Pour ça, ça veut dire ça veut dire des ateliers, ça veut dire se faire accompagner, parce que c'est complexe. Se faire accompagner, ça veut dire des ateliers, des temps collaboratifs et d'échanges pour co-construire quelque chose. Et puis, l'échelon supérieur, c'est de passer dans un statut juridique propre à l'ESS, qui est donc soit une SIC, soit une SCOP, par exemple, et donc d'adosser à son statut SARL le statut SIC ou SCOP. Et ça, pareil, faut être accompagné pour tout ça. Oui. Donc, comment on fait, c'est déjà clarifier son intention, soit être honnête dans sa démarche, et puis s'adresser à ses collaborateurs, ses actionnaires, enfin être dans une co-construction en fait. Si vous voulez, le maître mot, c'est co-construire. Ça veut quand même dire qu'il faut qu'il y ait un leadership, en tout cas que le dirigeant ou la dirigeante, c'est la dirigeante ou la dirigeante qui doit porter le projet et pas forcément des collaborateurs qui aimeraient que leur organisation change. Si, ça peut venir soit du leader, soit d'une demande de collaborateurs. Ça peut venir de n'importe quel... c'est peut-être un collaborateur qui a vu le webinaire de ce matin et qui rentre à son entreprise en toquant à la porte de la responsable, de la chef d'entreprise en disant j'ai un truc génial à te dire. Il faut qu'on passe en gouvernance démocratique. Et là, comment fait-on? Il y a différentes. Voilà. En fait, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment adapté à l'historique de l'entreprise et aux gens qui sont dedans, quoi. Mais c'est vraiment l'humain au cœur du projet. Et c'est l'idée de co-construction, ce qui prend du temps. Ce qui oblige aussi à pivoter un petit peu dans nos pratiques un peu ancrées. Et voilà. Et on va prendre une question de Marie. Comment les jeunes se positionnent-ils par rapport à ces nouvelles organisations? Oui. Par rapport à, si on parle marque employeur concrètement, par rapport aux nouvelles générations et la façon d'intégrer ces nouvelles générations dans l'entreprise, donc il y a plusieurs façons de faire, plusieurs leviers à actionner, mais il y a aussi cette notion d'implication. C'est-à-dire que on voit dans les entreprises ESS qu'il y a beaucoup de jeunesse qui viennent
parce qu'il y a du sens, parce qu'on défend des valeurs fortes, il y a du sens et notre parole est écoutée. Donc, c'est l'implication. Et dans l'entourage, nous, par exemple, chez Richesse, donc on est le pôle ESS du pays de Saint-Brieuc, on a 80 adhérents. Et dans nos adhérents, il y a beaucoup de salariés qui sont alors jeunes, on va dire moins de 30 ans, qui sont là et qui sont là depuis plusieurs années et qui sont impliqués et qui, il n'y a pas beaucoup de turnover en fait. Le turnover va se faire pour des raisons plutôt financières parce que c'est dans nos adhérents, il y a pas mal d'assauts et les associations ne payent pas forcément bien parce que ce sont des petites assos. Voilà, donc le facteur qui va faire que les gens partent, c'est la rémunération, mais par rapport à ce qui va les maintenir longtemps, c'est le sens. Pas d'autres questions. Il me semble qu'il y avait un dernier petit sondage, Catherine, Oui. que tu souhaitais partager. Voilà, suite à cette présentation, j'aimerais un peu voir quel est votre ressenti. Est-ce que d'avoir parlé gouvernance démocratique, ça a fait écho chez vous? Donc, on vous propose quatre réponses. Quelle est la prochaine étape pour vous? Donc, vous avez déjà amorcé une démarche en ce sens et vous souhaitez aller plus loin. Premièrement. Deuxièmement, plutôt j'ai envie de creuser le sujet. Ou alors c'est beaucoup trop tôt pour vous. Ou alors vous ne savez pas. Donc, on vous propose de vous positionner sur l'une des quatre réponses. Ah, super. 57% a envie de creuser le sujet. Écoutez, on est à votre disposition. Je vous laisse revenir à l'issue du webinaire, je vous laisse revenir vers Loubna. Moi, je vais préparer les outils que je vous ai proposé de vous envoyer. Et puis, si Loubna fait remonter d'autres demandes, je m'attellerai avec plaisir à répondre à toutes vos questions. Très bien, merci Catherine. Je vais vous partager dans la conversation une petite, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour répondre à une enquête de satisfaction, nous faire un retour sur le webinaire pour que votre avis nous intéresse et ça nous permet aussi de nous améliorer. Et hop, normalement, c'est bon. Et voilà, comme disait Catherine, n'hésitez pas à revenir vers moi. De toute façon, d'ici demain, on va vous partager la présentation de Catherine. Vous allez avoir mon mail parce que c'est moi qui vais vous envoyer les infos. Et pareil, on vous informera quand le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Bretagne Compétitivité. Voilà. Je vous remercie pour vos présences ce matin. J'espère que ça vous a plu et à votre disposition pour creuser le sujet avec Catherine. Et merci beaucoup Catherine pour la présentation. Merci, merci Catherine. Bonne journée, au revoir.